On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 10 ans de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté. On a célébré cet anniversaire important et honoré le docteur Sonia Péloquin en présence du docteur Gilles Julien. Mais d'abord, parlons politique municipale. Parlons d'un projet important, le projet Magella, qui sera soumis à un référendum avec le conseiller municipal Yvan Berthelot. Comme on le fait à chaque automne, on reçoit chacun des 12 conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de voir de façon, non pas microscopique, mais de voir de façon plus détaillée les enjeux de quartier. Aujourd'hui, c'est au tour d'Yvan Berthelot, conseiller municipal dans le district Notre-Dame-Auxiliatrice NDA Saint-Gérard-Est. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et là, ça tombe sur un gros enjeu qui va être soumis via référendum à une portion de la population riveraine de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella. C'est le fameux projet Magella. Par contre, ce qui est quand même frappant dans ce dossier-là, malgré tout le contexte assez particulier du conseil municipal depuis 2 ans, c'est que c'est un enjeu sur lequel les 13 élus sont assez unanimes. Pas juste assez, sont très unanimes, en ce sens que le conseil a voté à l'unanimité l'adoption du PCC-MOI, qui est le programme particulier pour le projet. C'est un bel exemple de revitalisation et de protection du patrimoine, ce projet-là. Donc, il y a comme 2 buts, protéger l'Église et bien sûr construire du logement pour les personnes qui résident dans le quartier et qui veulent y habiter. Alors, c'est un des beaux projets et les gens dans le quartier, en tout cas, sont favorables, mais c'est sûr que c'est limité. Un petit groupe, environ, je dirais, 110 personnes, la liste est à finaliser aujourd'hui, 110 personnes qui ont le droit de voter. Mais il y a eu aussi précédemment, dans toute cette procédure-là, parce qu'au début, il y a eu un premier projet, puis après ça, un deuxième, puis un deuxième et demi ou un troisième amélioré. Bref, ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ce projet-là. Il y a eu des soirées de consultation, mais ultimement, à la dernière occasion, il y a quelques mois, il y a eu une tenue de registre et il y a eu évidemment plus de signatures que le minimum requis, ce qui a fait en sorte que le Conseil a dû choisir soit de laisser tomber ou d'aller en référendum. Mais on sait que lors de la tenue de ce registre, il y a eu quoi, 34 signatures. Donc, on sait à la base qu'il y a 34 personnes sur les 110, à moins qu'il y ait changé d'idée, qui sont contre. Exact. Ce sont principalement les gens qui demeurent sur la rue Lebeau, c'est un peu le principe de pas dans ma cour, qui ne veulent pas une construction de cette nature. Au début, ça nous a un peu surpris parce qu'au début, on a travaillé, moi je travaillais beaucoup avec ces personnes-là, on les a rencontrées plusieurs fois l'hiver, on a répondu à toutes leurs préoccupations. Et ça semblait satisfait, puis à un moment donné, oups, ça a comme viré de bord, on ne sait pas trop pourquoi. On a répondu à toutes leurs questions, on a travaillé très fort avec eux. Les gens nous avaient dit, en tout cas, on n'ira pas en campagne contre le projet. Puis en fin de compte, oui, ils sont allés en campagne contre le projet. Ils sont présentement en campagne contre le projet. Et bien, ça nous étonne un petit peu parce que l'église Saint-Gérard, tout le monde le sait, c'est un joyau du patrimoine. C'était reconnu par Action Patrimoine. On a essayé de la faire reconnaître patrimoniale, de la faire classer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est sûr que les gens du quartier aimeraient bien tous voter parce que c'est leur église, puis ils en sont fiers, puis ils aimeraient la conserver, mais malheureusement, il y a quelques personnes autour qui ont le droit au chapitre et qui pourraient bloquer le projet. Justement. Disons que j'habite, je ne sais pas, moi, sur la rue Maisonneuve. Bon. Oui. Là, je dis, oui, mais pourquoi moi, je ne peux pas voter? Oui. Pourquoi je ne peux pas voter? C'est parce que la loi prévoit, dans une démarche comme ça de changement de zonage, que ce sont les zones limitrophes au projet qui ont le droit de voter si celles-ci manifestent leur intention lors d'un registre. Okay. Donc, ils demandent une démarche référendaire. C'est ce qui a été fait. Et c'est pourquoi que tous les gens qui demeurent sur la rue Georges Faneuf et les rues arrière ne se sont pas déplacés pour s'inscrire, donc ils n'ont pas droit de vote, malheureusement. Okay. Donc, ce sont principalement les gens de la rue Lebeau, quelques personnes au bout de Faneuf, mais pas au centre, parce que la zone n'est pas concernée. Les gens qui sont dans une autre zone. Et sur la rue Dorchester, il y a quelques-uns, et des commerces, bien sûr, qui sont sur Dorchester, qui sont attenants au site. Bon, parmi les 34, est-ce que vous pensez, d'ici le référendum qui est prévu, pourquoi, le 10 novembre? Le 10 novembre, de 10h à 20h. C'est un dimanche. Exact. Bon. Est-ce que vous pensez, d'ici le 10 novembre, être capable de convaincre quelques-uns des 34 signataires contre de changer d'opinion? Mais écoutez, certainement pas les 34. Peut-être quelques personnes qui manquent d'informations, qu'on va informer. Peut-être quelques personnes, mais je ne penserai pas les 34. C'est sûr qu'il y a
Il y a des noms qui sont purs et durs, si je peux dire, dans ce sens-là, mais il peut y en avoir quelques-uns qu'effectivement, ils peuvent changer d'idée. Dans les arguments qu'on a entendus, peut-être pas le dernier conseil, mais l'autre d'avant, il y avait un monsieur et une dame là, qui sont venus, puis je résume en gros les propos. Bon, ce qui semble agacer chez les contres, c'est visiblement le fait qu'il y ait 4 étages. Mais en même temps, de ce que je comprends, c'est que pour rentabiliser le projet, le promoteur dit « j'ai besoin de tant d'unités, donc je n'ai pas le choix d'aller à 4 étages ». Bon, la question est la suivante. Pour quelqu'un qui habite sur la rue Faneuf ou la rue Lebeau, en quoi le 4e étage est-il dérangeant visuellement ou dans la cohésion ou dans l'homogénéité du quartier? Là, il y a des maisons résidentielles d'un côté, puis de l'autre bord de la rue, j'ai un édifice de 4 étages. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, ce que je réponds à ça, c'est que ce n'est pas une position logique. Parce que les 4 étages sont plus bas que l'église qu'ils ont eue dans la figure pendant 50 ans. Donc, c'est plus bas. Et de la façon dont les immeubles ont été disposés, que tu aies 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8, ça ne change plus rien à un moment donné. Et c'est le principe. Alors qu'il y en a, même s'il y en a 3, si vous êtes en plein face à l'immeuble, bien, vous ne verrez pas le bungalow de l'autre côté de la rue. Puis s'il y en a 4, vous ne le verrez pas non plus. L'autre question qui a été soulevée, c'est oui, mais là, d'un coup, que ma maison perd en évaluation. Disons que mon évaluation va être à la baisse à cause du nouvel environnement. On a eu le même discours dans le projet de l'Envolée. Le 430 Champlain. Le 430 Champlain. Et on a la preuve, là, 10 ans plus tard, les maisons aux environs de ce projet-là ont augmenté de 15 de plus de valeur que l'ensemble du secteur. C'est faux de prétendre ça. Quand il y a un beau projet, c'est un projet de fierté, l'église Saint-Gérard et le projet Magella, les propriétés autour vont prendre plus de valeur que ce qu'elles ont présentement. Bon. L'autre argument qu'on a entendu, c'est de dire « ouais, mais là, il va y avoir beaucoup de travaux, évidemment, des camions, circulation et tout ça. Si parfois mon solage est endommagé par la vibration, qui va payer pour ça? » La Ville s'est engagée par écrit lorsqu'on a eu justement des échanges avec les résidents, qu'on espère se sont rendus à tous les citoyens. On s'est engagé à fournir 2 noms de firmes d'ingénieurs aux promoteurs pour qu'il y ait une inspection de toutes les maisons qui sont attenantes au site et par la suite revisiter les maisons. Si jamais il y a une fissure quelque part, les promoteurs s'engagent à le réparer à leurs frais. Donc, pas de poursuite, pas de petite créance, pas de cour civile. Ça va être dans le contrat, dans le permis qu'on va leur donner, comme quoi ils s'engagent à faire cette démarche-là. Souvent, quand on est contre quelque chose, on va voter. Mais parfois, quand on est pour, des fois, on dit « ah, j'ai d'autres choses à faire, je m'en vais au chalet, je suis occupé, j'aurais dû y aller, mais je ne suis pas allé. » Qu'est-ce que vous allez faire d'ici le 10 novembre pour convaincre les gens qui sont favorables au projet et qui ont droit de vote d'aller voter? Parce que s'ils ne vont pas voter, ceux qui sont contre, ils vont y aller, eux autres. Ça, c'est sûr. Moi, je ne ferai pas le porte-à-porte pour inviter les gens à aller voter. Ça se peut que j'en visite quelques-uns, des personnes que je connais bien, que je suis prêt, qui hésitent, qui vont demander peut-être. Il y a un comité du oui, il y a un comité du non. Alors, les gens du comité du oui vont faire le porte-à-porte, ils vont faire... Bon, la Ville, nous, on va faire un dépliant très élaboré qui va vraiment expliquer le projet et l'unanimité du conseil municipal. C'est tout de même un projet ville important pour l'avenir de Saint-Jean. Donc, on va l'expliquer et c'est sûr que les gens du comité du oui ont un défi. Par contre, il y a beaucoup de commerce dans ce secteur-là, puis les gens, les commerçants, voient ça d'une façon très positive pour leur commerce, bien sûr, un projet de cette nature. Question de nature plus politique, parce que depuis le début du nouveau conseil, depuis 2 ans, il y a parfois des déchirements assez virulents entre les 3 conseillers de l'équipe Laplante et le maire et les 9 autres conseillers. Qu'est-ce qui fait que dans ce dossier-là, vous soyez tous sur la même longueur d'onde? Bien, je pense que c'est la nature du projet et la nature des démarches aussi de consultation. On a fait, je pense, 5 ou 6 assemblées de consultation avec les citoyens. Le projet est parti d'un projet de démolition. Il a évolué. On a vu Action Patrimoine qui est arrivé dans le portrait, tout ça. On a vu les gens sensibilisés dans le quartier. On a dit, bien écoutez, je pense que le projet, il va passer par la sauvegarde de l'Église. Puis c'est étonnant aujourd'hui parce que il y a une personne dans le quartier qui n'a pas de droit de vote, mais qui était pour le projet en autant qu'on sauve l'Église. Puis aujourd'hui, bien, elle est sur le comité du... Bien, elle fait du travail avec le comité du non, et dans plusieurs projets d'ailleurs. Et que l'Église soit démolie maintenant, ça ne dérange plus. C'est tout de même étonnant. Bon.
En même temps, quand on fait le parallèle avec le 430 Champlain, projet quand même qui remonte à il y a quelques années, ça aussi, ça n'avait pas été simple à passer. Ça n'avait pas été simple à passer non plus, parce que les gens sont toujours réticents, puis c'est en la même position. Ma maison va perdre de la valeur. Je ne verrai plus sur la rivière alors qu'il y avait une vieille bâtisse, un vieux bâtiment, un vieux couvent qui était là. Les gens ne voulaient pas avoir 5 étages. Il y en a eu 4, plus d'emprise au sol. Bon, stationnement souterrain et tout ça, mais on se rend compte que le projet de l'envolée, c'est pas quelque chose, là. C'est pas une plaie, je veux dire, dans le voisinage. Au contraire, c'est beau, c'est bien aménagé, il n'y a pas d'achalandage, pas de circulation. Exactement comme le Magella, par exemple. Tous les stationnements vont être souterrains. Si on parle d'une centaine de voitures, il faut faire attention, réparties sur 24 heures parce que les gens ne sortent pas tous en même temps. Il va y avoir peut-être des travailleurs, des travailleuses là-dedans, des retraités. Donc, on peut penser que ça n'aura pas vraiment d'impact. Et on va réinvestir l'argent, parce qu'on cède une partie de terrain, dans le quartier pour améliorer le parc, qui est un parc complètement abandonné, et bien sûr, mettre un feu de circulation au coin du séminaire Geoffroy-Neuf. En terminant, mis à part le projet Magella, quels sont les autres enjeux importants d'ici la fin du mandat dans votre district? Bien, écoutez, il y a toujours les infrastructures. Hein, dont on est en train de travailler sur la rue Saint-Denis. Mais on parle, entre autres, de faire des infrastructures sur la rue Moret, sur la rue Saint-Laurent. Et on parle aussi, on est en train de faire un diagnostic de toutes les rues dans le quartier NDA, dans le secteur NDA. Et bien sûr, peut-être va-t-il y avoir un projet qui va arriver avec l'ancien BMR qui est fermé présentement. Bon. En terminant, j'ai posé la même question à vos autres collègues qui sont venus depuis le début de la présente saison. Je faisais référence tantôt à l'ambiance générale du conseil de ville qui, somme toute, s'était apaisée depuis 2-3 mois. Là, visiblement, il semble qu'il y a un changement de cap. D'ailleurs, vous avez ce soir même une assemblée spéciale sur un point particulier. Bref, la question est très générale, mais que pensez-vous de l'ambiance générale du conseil actuellement? Moi, je vais vous répondre à 2 niveaux. Je trouve ça déplorable que le maire conteste tout, conteste la loi, il conteste les juges, la magistrature. Ces frais juridiques sont rendus exorbitants. Celui qui contestait les frais juridiques à la Ville de Saint-Jean, ils sont rendus exorbitants. Puis ce que je trouve dommage aussi, que le maire, et souvent dans ces qu'on passe, attaque l'administration, et ça, c'est inacceptable. M. Berthelot, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous au retour. On souligne les 10 ans de l'Étoile, la pédiatrie sociale en communauté dans le Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de boxe. Oui, avec Marc-André Gauthier et Jonathan Richard. Il y a un gros gala qui s'en vient le 9 novembre. J'ai envie de te mettre KO, moi. Ah ouais, non? Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On a célébré tout récemment les 10 ans de l'Étoile, pédiatrie sociale en communauté dans le Haut-Richelieu. En même temps, on en a profité aussi pour honorer la fondatrice, le Dr Sonia Péloquin. Bref, on discute un peu de cette soirée, puis aussi de quelques nouveautés à venir avec le directeur général de l'Étoile, Éric Christensen. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. 10 ans, on peut maintenant dire et affirmer haut et fort que l'Étoile, qui est un organisme à but non lucratif, a franchi quand même une étape importante. Quand on franchit le premier 5 ans, c'est bien. Quand on franchit le deuxième 5 ans, on arrive à 10 ans, qu'on est installé, qu'on a des projets, il y a une forme de pérennité qui s'installe, les activités bénéfices aussi vont super bien. Bref, ça va bien.
Oui, ça va bien. Surtout après 10 ans, on a eu la chance de tisser des partenariats très serrés, autant avec le réseau de santé publique que nos partenaires de la Chambre de commerce et les ambassadeurs aussi de l'Étoile. Donc, on n'est plus tout seul. On a beaucoup d'appui, on a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, mais qui travaillent pour nous aussi. Donc, la notoriété de l'Étoile dans les 10 ans, bien, ça a vraiment eu un impact là, sur les choses qu'on peut faire pour les enfants. Et je m'amuse à dire ça, mais tout ça a parti un peu comme avec une feuille blanche, là. C'est-à-dire que, bon, Dr Péloquin avait une idée en tête. Évidemment, elle était inspirée de ce que le docteur Julien avait commencé du côté de Montréal en pédiatrie sociale. Mais entre le fait de dire, ouais, c'est bien ce qu'il fait, puis de dire, ouais, comment on pourrait faire ça chez nous? De dire, on part de zéro, là. On part de zéro avec une feuille blanche, puis là, il faut bâtir quelque chose, il faut bâtir une organisation, un conseil d'administration. Bref, peut-être nous parler un peu des premiers balbutiements de l'Étoile. En fait, ce qui est encore plus remarquable, c'est que Dr Péloquin, c'est pas un entrepreneur social, c'est un médecin. Ouais. Donc oui, l'idée venait de elle. On dit toujours que c'est notre force, c'est notre mission, c'est elle qui a la mission. Mais quand on a dit oui, OK, on va faire ça, elle n'avait pas nécessairement toutes les connaissances qu'il prenait pour partir un organisme comme l'Étoile est. Donc, elle a dû s'affilier avec plusieurs personnes qui sont encore dans le CA aujourd'hui, qui étaient là au début. Et tranquillement, elle a su bien s'entourer des personnes pour l'aider dans cette mission-là. Et elle aussi, elle a appris énormément. Elle a eu tous les chapeaux. Directrice générale, présidente du conseil d'administration, fondatrice, seul médecin à l'Étoile à l'époque. Aujourd'hui, on en a 6. Donc, ça vraiment, elle a eu à suivre cette vague-là. Et bien, comme qu'elle a dit l'autre soir, je pense qu'aujourd'hui, elle peut vraiment être fière de ce que s'est rendu l'Étoile aujourd'hui. Mais justement, quand on regarde la première année versus aujourd'hui, la 10e, si on prenait une photo là, des deux époques, c'est quoi la différence entre l'Étoile d'hier et l'Étoile d'aujourd'hui? Bon, au niveau des ressources, ils étaient 3 personnes au début, en 2009. Le premier événement que l'Étoile a fait, c'était la guignolée. Donc, ils ont ramassé 3 700 $ pour la guignolée en 2010. Aujourd'hui, on rajoute des zéros à ça aussi. Il y avait une quinzaine, ensuite une vingtaine d'enfants. Aujourd'hui, on est rendu à 333 enfants. On est rendu à 22 intervenants à l'Étoile. Donc, tout a grandi avec le temps. Mais ce qui est important, c'est que de toujours garder la même qualité de service qu'on offre aux enfants. Pourquoi la pédiatrie sociale? Je veux dire, si l'Étoile a grandi à vitesse grand V en 10 ans, c'est que oui, il y a des partenaires, il y a des gens qui appuient, mais il y a des besoins. Donc, en quoi une ville, une région comme la nôtre a-t-elle le besoin de ces services-là en pédiatrie sociale? Oh mon Dieu. Le quartier du Vieux-Saint-Jean est un quartier où on a beaucoup de notre clientèle. C'est un quartier qui est très concentré au niveau de les besoins des enfants qui vivent dans des contextes de vulnérabilité. C'est le propre, on le dit avec beaucoup d'amour, mais c'est un peu notre Bronx de Saint-Jean. Fait que la demande, elle est là, parce que malgré le fait qu'on a 333 enfants avec nous, on a quand même une liste d'attente qu'on n'arrive pas à complètement éclairer non plus. C'est une des raisons pourquoi on a le projet mobile qui s'en vient aussi, pour pouvoir aller faire la pédiatrie sociale ailleurs que dans le Vieux-Saint-Jean aussi. En quoi avez-vous changé la vie de ces enfants? Parce que souvent, quand vous avez des événements, et parfois il y a des petites vidéos, il y a des témoignages et tout ça, quand vous avez probablement en tête là, des cas types là, d'enfants que vous côtoyez depuis quelques années, qui étaient là il y a quelques années, puis aujourd'hui, bien, on les a accompagnés, on les a fait progresser. Donc, la question, c'est en quoi avez-vous changé la vie de ces enfants-là? C'est une question très complexe parce que c'est sûr qu'on n'essaie pas de réparer ou de sauver toutes les situations qui nous viennent à l'Étoile. L'important, c'est de donner moins de stress toxique à ces enfants-là, de permettre aux enfants d'être des enfants, de donner des responsabilités, donner une chance aussi à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, les encadrer, d'être capable de leur donner aussi le goût de rêver et le goût de faire quelque chose. Souvent, les enfants qui viennent à l'Étoile, ce goût-là n'est pas nécessairement là, au point de vue de l'espoir. Fait que nous, on est là pour les aider. Évidemment, les parents sont des partenaires principaux pour nous. Donc, on travaille beaucoup avec les parents également pour les aider à aider leurs enfants dans leur trajectoire et dans leur développement. Mais autant du niveau psychosocial que médical, les enfants qui se présentent à l'Étoile, il y a une variété là, de situations. Et donc, évidemment, avec l'équipe qu'on a qui est de plus en plus spécialisée,
on les approche là, un par un. Bon, comme je l'ai dit en introduction, vous avez célébré les 10 ans dans un événement là, il y a quelques semaines à peine, mais surtout, vous en avez profité pour honorer le docteur Péloquin, mais en plus de ça, le docteur Gilles Julien, donc le fondateur même là, de ce qu'on appelait à l'époque, évidemment, la fondation du doc Julien. Oui. Donc, Gilles Julien lui-même était ici. Je ne sais pas, on a senti une ambiance quand même assez émotive, même si le docteur Péloquin n'est pas quelqu'un de très démonstratif, assez réservé. Là, on l'a senti vraiment en paix. Hein? C'est ce que je sentais. Puis la présence du docteur Julien, je pense qu'elle était importante aussi. Définitivement. Quand Sonia a commencé toute cette aventure-là, évidemment, elle est allée voir Dr. Julien, désolé. Ouais. Et puis, lui avait offert au tout début de travailler avec lui à Hochelaga Maisonneuve. Et Sonia a tenu son bout en disant, non, on a des besoins ici dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, elle a décidé de partir son propre centre. Et donc, Dr. Julien, à cette époque-là, en 2009, il était venu parler à la Chambre de commerce de la pédiatrie sociale. Et ça a été un peu l'étincelle que plusieurs de nos partenaires ont vu cette conférence-là et ont dit oui, effectivement, il y a ce besoin-là ici dans le Vieux-Saint-Jean. Et donc, c'est le fun qui revient 10 ans plus tard, un peu pour voir où ce que l'Étoile est rendue aussi. Il y a eu beaucoup de changements à l'Étoile, le déménagement, les cours extérieurs, toutes les choses qu'on est en train de faire. Donc, c'est bien de le revoir avec nous. Et des centres de pédiatrie sociale, il y en a poussé beaucoup au Québec. Là. On est rendu 41 centres certifiés au Québec. Donc, oui, c'est un cœur de modèle qui fonctionne très bien. Et puis, bon, évidemment, il y a des besoins partout à travers le Québec. Donc, puis je pense que vous n'avez pas fini de voir des centres de pédiatrie sociale. Bon, vous avez parlé, il y a quelques instants, de ce bâtiment là, qui est sur la rue Saint-Jacques, coin Mercier, où il y a, depuis une quarantaine d'années, toujours une fresque extérieure avec, à différents moments, à différentes époques. Là, on voit qu'il y a des travaux en ce moment là, dans cette intersection. Mais ça bouge, hein? L'Étoile, il faut que ça bouge. On a été assez chanceux d'avoir été choisis par les maîtres du chantier, qui est une émission sur Zone 3 là, avec Patrick Groux. Donc, lundi, ils viennent nous faire vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le Vieux-Saint-Jean sur ce terrain-là. Je vous garde un peu la surprise, mais c'est pour les enfants. Ça va être un endroit pour que les enfants puissent s'amuser, on puisse faire des classes extérieures. C'est un événement on a très hâte, là, mais là, nous, on est en train de faire la préparation de ça. Le mur orange avec le graffiti, qui je ne sais pas combien d'années que c'est là, il est uniforme, orange, mais au printemps, on a une autre surprise pour vous, quelque chose qui devrait être très beau à voir. Il y a un autre visuel à venir. Effectivement. Bon. Vous avez fait référence aussi tantôt à l'unité mobile, parce que là, on parle beaucoup du Vieux-Saint-Jean, mais en même temps, sur le territoire élargi de la MRC du Richelieu, il y a aussi ailleurs des poches de pauvreté, quand même assez importantes, dans des régions comme Doyen, Lacolle, Clarenceville, on pourrait toutes les nommer. Donc, ce projet-là, quand même, il a été lancé ça fait un certain temps. Là, il y avait le montage financier pour y arriver. Là, on est rendu à quelle étape maintenant? Le montage, la campagne générale va très, très bien. L'autobus est acheté. Les modifications extérieures sont faites. Fait qu'on a dû faire des modifications à l'extérieur de l'autobus. Et là, on est en train de faire les modifications intérieures. Donc, tout ce qui est la clinique médicale, on a une compagnie spécialisée à Terrebonne qui s'occupe de ce volet-là. Donc, on est vraiment en train de peaufiner l'intérieur. Il va nous rester à faire ce qu'on appelle en bon français le wrap, parce qu'évidemment, ça ne sera pas un autobus orange scolaire, même si c'est un autobus scolaire. Et puis après ça, la dérogation de la SAC, qui devrait être sur la route janvier 2020. Janvier. Qui vous a aidé pour ce projet-là? Financièrement ou dans le... Bien, financièrement, c'est sûr que le Desjardins est un partenaire principal avec nous, avec le fonds de 10 millions de M. Cormier. On a le Club Richelieu, justement, qu'on a annoncé, qui nous ont donné un 125 000 aussi sur 5 ans. C'est extraordinaire pour un organisme comme le Club Richelieu de participer à ce projet-là. La MRC, les maires des municipalités ont accueilli très, très bien ce projet-là aussi. Et donc, on a un très bon montant avec eux et le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Habitation également nous a aidés dans ce projet-là. Et les gens d'affaires, encore une fois, la communauté qui est capable de venir en arrière de l'Étoile pour nous permettre de faire ce projet-là, parce que c'est un projet à grande envergure. Bon, parlant de grande envergure, il y a aussi, depuis quelques années maintenant, un événement bénéfice qui est hors norme, qui sort un peu de l'ordinaire de ce que tout organisme probablement rêve un jour d'avoir un événement. Vous avez eu la chance de mettre sur pied avec l'Étoile pour danser. Évidemment, là, il y a une nouvelle édition qui s'en vient, évidemment, au cours de l'année. Mais ça, pour vous, je veux dire, c'est comme de l'argent qui tombe du ciel un peu, là.
Oui, c'est beaucoup de travail pour Oui, un évidemment, événement ouais. comme ça, évidemment. On est très chanceux d'avoir Sylvie et Sylvie qui sont vraiment la force en arrière de cet événement-là. Et à chaque année, on essaie d'innover parce qu'on ne veut pas faire la même chose 2 fois. Cette année, je vous dirais qu'on a des très, très belles surprises. Encore 620 personnes les billets sont déjà vendus là, pour cet événement-là. C'est un beau problème pour nous, mais c'est quand même quelque chose de voir que les billets partent si rapidement. Mais c'est parce qu'on était capable aussi d'offrir un événement, comme vous dites, qui est je pense, un peu un happening à Saint-Jean. Et puis, on continue à vouloir surprendre les gens. Et cette année, on a changé un peu la recette, mais ça va être vraiment une belle soirée là, au mois de février, effectivement. Parce que ça vous apporte quand même beaucoup de sous, là, cet événement-là. Effectivement. L'année passée, on a fait 116 000 de bénéfices sur cet événement-là. Mais je dis aussi, on a arrêté de faire le sucré salé pour un petit bout. On a toujours aussi, on ne veut pas trop demander non plus. On est conscient qu'on ne peut pas. Le marché ne peut pas être saturé. On ne peut pas faire des dizaines d'événements aussi dans une année. Donc, vraiment, Danser pour l'étoile, c'est l'événement qu'on s'est concentré vraiment dessus pour être notre événement de levée de fonds là, par année. Et là, quels sont les enjeux pour les prochaines semaines, là, d'ici le temps des fêtes? Bien, on a évidemment le 4 novembre, on a le tournage là, de notre cours. On a la guignolée qui s'en vient aussi. On est encore impliqué dans la parade de Noël qui va avoir lieu ici au 30 novembre. On a évidemment des fêtes de Noël. La période de Noël, c'est une période très, très importante pour notre clientèle. Fait qu'on est là pour eux. Le Danser pour l'étoile qui revient et éventuellement notre spectacle d'humour aussi qui revient. On est toujours, l'équipe grandit, on est en embauche aussi continuellement pour pouvoir répondre aux besoins de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux là, de notre clientèle. Éric Christensen, merci beaucoup. Merci à toi, Éric. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Note importante aux citoyens qui habitent les territoires desservis par Compost Richelieu, parce qu'à compter de vendredi, le 1er novembre, la collecte des ordures, pas le recyclage, les ordures, va retourner à une séquence aux 2 semaines pour la période hivernale, en fait, jusqu'au printemps prochain. Entre-temps, si vous désirez, bien sûr, regarder des extraits des travaux du Conseil de ville, il y a l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aussi, chaque dimanche matin, il y a le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.